Démocrates africains, les amis du Congo-Brazzaville, ceux qui ont l'habitude de suivre à travers le monde entier, nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi pour ceux qui sont en Amérique du Nord et éventuellement une bonne soirée pour ceux qui sont en Europe et en Afrique. Et encore merci d'être très assidus à nos vidéos et à regarder ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous allons parler de la colonisation des matières premières, la nouvelle forme de colonisation que nous sommes en train de voir. Nous sommes dans la journée du 25 février 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Avant de commencer, j'aurais souhaité que nous puissions suivre un petit extrait de vidéo de notre frère Youssou Bond et nous osons croire que notre frère Youssou Bond ne va pas nous faire des problèmes parce que nous allons faire jouer sa vidéo, quand même qu'on n'a pas eu le temps de demander sa permission, mais c'est toujours nécessaire de faire jouer. Et puis aussi nous demandons à notre frère Youssou Bond de nous permettre aussi que cet extrait soit dans la vidéo que nous allons mettre à YouTube, qui n'est pas des poursuites judiciaires parce que nous avons fait jouer sa petite vidéo. Mais pourquoi nous faisons jouer ces vidéos? Nous avons choisi Youssou Bond parce que ça coïncide avec notre thème d'aujourd'hui, la colonisation des matières premières. Et voilà pourquoi nous avons pensé qu'il était nécessaire de faire jouer ce petit extrait de la vidéo de Youssou Bond. Ceux qui nous dirigent ne nous aiment pas. Ceux qui nous gouvernent ne nous aiment pas. Ceux qui nous ont colonisés ne nous aiment pas non plus. Ils aiment quand même notre cacao. Ils aiment quand même notre diamant. Ils aiment quand même notre pétrole. Et nous dans tout ça. Et nous dans tout ça. Nous avons trouvé qu'il était nécessaire de faire jouer la vidéo de Youssou Bond parce que cette vidéo fait partie de nos thèmes que nous allons développer aujourd'hui, qui est la colonisation des matières premières. Comme nous venons d'écouter ce que notre frère Youssou Bond est en train de dire, que ceux qui nous ont colonisés ne nous aiment pas, mais ce qui les intéresse, c'est notre cacao, notre diamant, notre pétrole, notre cuivre, ainsi de suite. Vous voyez? Et nous, dans tout ça, on est quoi? Et ce matin, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a poussé donc d'aller réfléchir. Je dis, mais écoutez, notre frère Youssou Bond a bien raison, donc je vais essayer de développer un thème sur la néocolonisation des matières premières. Bon, chers amis, nous savons tous que le XXe siècle a été dominé par le carbone, le pétrole, le gaz naturel, vous voyez. Mais si nous essayons de voir le XXe siècle, toutes ces matières ont créé des catastrophes dans plusieurs pays où l'exploitation, ou dans des pays où on a découvert toutes ces matières premières. Il y a soit eu des conflits, des guerres civiles, des conflits d'intérêts, vous voyez, chers amis, des coups d'État, la destruction des démocraties, éventuellement des milliers et des milliers de morts. On peut parler des millions de morts. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont des grands pays sont à la recherche de ces matières premières. Donc leur objectif, c'est de mettre la main dessus sur les matières premières, éventuellement de massacrer les populations. Ou encore on choisit quelques têtes dans ces États, des gens qui sont favorables à leur idéologie de destruction, en échange de leur donner quelques privilèges, quelques pourcentages, éventuellement avoir la bonne vie en Occident, avoir des propriétés, avoir des comptes bancaires bien garnis et éventuellement avoir la protection et la sécurité. Et
cette catégorie d'individus qu'on a choisis dans les États respectifs des pays pauvres ou des pays en développement, ce que ceux-là dont nous appelons des reptiliens sont là pour respecter les règles, de respecter le cahier de charges selon les accords qu'ils ont eu à signer avec tous ces grands pays qui sont à la recherche, à la loupe de ces matières premières. Donc le fiasco du XXe siècle, même du XIXe au XXe siècle, éventuellement le pétrole, le gaz et le charbon. Ça sont les matières premières qui ont conduit à la catastrophe, à des guerres, à la destruction des vies, à la mise en place des séries, vous voyez, des médicaments qui ont conduit le peuple vers les morts. Parce que ça a été un fait exprès pour décimer les populations, réduire les populations dans ces zones et éventuellement permettre à ces grandes puissances d'aller chercher donc ces matières premières avec plus de facilité. Mais, chers amis, le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer. Si nous essayons de regarder le passage à la production et au transport d'énergie, à l'énergie nulle, à l'énergie qui ont des émissions nulles, ça va donc susciter ce que nous appelons un big shifting, c'est-à-dire un grand changement. Aujourd'hui, si nous essayons de regarder, ces grandes puissances contrôlent déjà ces trois produits que nous avons parlé. Ils contrôlent le pétrole, ils contrôlent le gaz naturel, ils contrôlent le charbon. Vous voyez? Mais quand nous savons que toutes ces ressources naturelles sont tarissables, donc les grandes réserves sont en train de diminuer. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces grandes nations n'ont jamais essayé même de puiser dans leurs propres réserves. Ils sont à la recherche, à la chasse tous les jours de là où se trouvent ces matières premières comme le pétrole, le gaz naturel, le charbon, pour y mettre la main. Et quand ils y mettent la main, ils vont dans ces pays pour prendre ces matières premières. On peut dire à coût zéro parce que le petit pourcentage est souvent donné aux reptiliens, c'est-à-dire que leurs partenaires qu'ils ont choisis, ceux-là qui ne sont pas pour leur population et leur peuple, vous voyez, et ils récupèrent toutes ces matières premières, ils les emmènent chez eux pour la production. Donc on voit tout le traitement de la phase du produit brut que nous appelons le pétrole, donc l'huile, à la transformation au produit fini que nous appelons le carburant ou l'essence, et ainsi de suite. Et ces grandes puissances ont tout fait à ce que tous les emplois ressortant de ce système soient, on peut dire, à 100% chez eux. Ou encore, au moment d'aller chercher ces matières premières, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, le charbon. Ce travail doit être fait, on peut dire, à 99% par les ressortissants de ces États. Parce qu'ils veulent tout contrôler. La taxation, ces gens-là qui vont travailler, leurs salaires sont déversés dans leur pays d'origine. Donc, c'est-à-dire, ils continuent à payer des taxes à leur État. Et ça fait fonctionner leurs États de cette façon. Par contre, nos pays à nous, où se trouve la source des matières premières, se retrouvent complètement abandonnés. On vient, on arrache, on est parti, on ne laisse rien. Tout ce qu'on laisse, parfois, c'est la pollution des mers, la pollution des terres, ainsi de suite, mais sans pourtant qu'il y ait récompense à cela. Le cas nous pouvons prendre, nous prenons l'exemple de notre propre pays, qui est le Congo-Brazzaville. Nous avons deux grandes compagnies qui exploitent depuis les années 60, qui est l'italien Eni et le français Total. À l'époque, c'était Elf, vous voyez. Ces gens-là n'ont jamais payé les taxes au Congo. Ces gens-là sont en train d'exploiter le pétrole Congo, de puiser le pétrole Congo, puisque c'est un petit pays, mais très riche, il y a des grandes réserves de pétrole. Mais l'argent là ne profite pas parce que vous êtes une population, on peut dire quasiment, moi j'estime, peut-être que nous sommes seulement à 3 millions, parce que Sassou Nguesso a déjà massacré plus d'1 million de Congolais. Vous voyez? À la place, qu'est-ce que Total laisse au Congo? Rien. Qu'est-ce que Eni laisse au Congo? Rien. Même pas une petite construction d'un hôpital qui pouvait servir les populations de Pointe-Noire ou les populations du Congo. Vous voyez? Même pas des écoles, même pas une université.
on peut dire, subventionnés à plus de 80%. Mais nous savons que Total et Eni sont des grands financiers, des grands donateurs dans des grandes universités à Milan ou en Italie et même en France. Vous voyez? Mais chez nous, ce n'est pas ce qui se passe parce qu'on s'en fout. On vient, on prend, on détruit et on part. Et puisqu'ils sont appuyés par des reptiliens, mais les reptiliens, ce qui compte, c'est leur compte, c'est-à-dire leurs familles qui ont des comptes garnis à l'extérieur. Vous voyez, chers amis. Donc, le malheur du XXe siècle avec le pétrole, le gaz, a été à des conséquences très graves sur les populations dans ces états où ces matières premières ont été découvertes. Vous voyez, chers amis. Mais, du fait que ces grandes nations contrôlent déjà dans ce domaine, ils sont maintenant à la recherche de nouvelles technologies. Nous savons tous aujourd'hui, chers amis, si vous ne savez pas, l'énergie solaire que tout le monde est en train de crier. Oui, parce que nous recevons cette énergie gratuitement que la nature nous a donnée. Mais il faut arriver donc à extraire cette énergie du solaire pour le transformer en énergie électrique comme nous le voulons. Vous voyez? Mais à cela, il faut donc mettre en place des véritables technologies. Il faut mettre en place des équipements qui sont capables d'extraire cette énergie. Et donc nous savons, le principal dans la technologie d'énergie solaire, nous savons que le silicium, c'est la première matière qui joue ce rôle. Mais en réalité, le silicium tire ses propriétés du quartzite. Vous voyez, chers amis, le quartzite, on le trouve dans les rochers. Vous voyez, chers amis. Et donc, il faut donc contrôler le silicium et le quartzite. Mais la plupart des temps, les grandes réserves ne se retrouvent pas dans ces pays industrialisés. Donc ces matières premières-là se retrouvent dans la plupart des pays, on voit au plus ou moins le développement. Vous voyez, chers amis. Aussi, nous le savons aujourd'hui que tout le monde se dirige vers la voiture électrique. Et que nous savons qu'avec les chutes du pétrole qui demandent maintenant beaucoup d'argent dans des investissements pour aller chercher ce produit, les gens veulent maintenant se diriger vers l'industrie électrique, la voiture électrique, que tout le monde est en train de parler, parce que nous savons, pour ceux qui essaient de suivre le cours d'histoire, la voiture électrique avait été piétinée par les pétroliers à l'époque. Parce que les pétroliers ne voulaient pas que le pétrole puisse être mis en cause, que le business du pétrole ne puisse pas être profitable. Ils ont tout fait pour piétiner l'industrie électrique, mais là, ils sont devant un fait accomplir. Des coûts liés au transport du pétrole, du gaz, des coûts liés à la transformation de l'huile au produit fini qui est l'essence, qui est le gasoil, ainsi de suite. Vous voyez? Et la rareté du produit, parce que vous savez que les grandes puissances, autrefois, sont maintenant capables de pouvoir verrouiller, de pouvoir ne pas, si aujourd'hui on n'aime pas la Corée du Nord par exemple, on veut dire on ne veut pas qu'on puisse approvisionner la Corée du Nord avec du carburant ou avec du pétrole, vous voyez, chers amis. Donc, une façon de pouvoir asphyxier les autres nations qui sont plus ou moins capables de pouvoir acquérir ces matières plus facilement, vous voyez, chers amis. Et donc, le lithium, qui est devenu la principale matière première qu'on retrouve dans les batteries, est devenu aussi une source à contrôler, vous voyez, chers amis. Et éventuellement, nous essayons de voir le cuivre, chers amis. Et le futur, le 21e siècle, se dirige vers les trois matières. Mais là encore, il faut trouver des états où on peut aller ressourcer ces matières-là. Vous voyez? Donc, je répète, le 21e siècle se dirige vers les trois matières. Donc, vous avez le silicium, ça c'est pour l'industrie solaire pour extraire l'énergie solaire et le transformer en énergie électrique. Vous avez donc le lithium, éventuellement transformer, utiliser les propriétés du lithium pour avoir la possibilité de pouvoir conserver assez d'énergie et éventuellement propulser les engins. On peut dire ici le véhicule, on peut dire ici les avions, on peut dire ici les bateaux, on peut dire toutes les formes de transformation et d'industrie manufacturière que vous pouvez avoir auront besoin aujourd'hui du lithium pour pouvoir avoir de l'énergie. Et vous avez le cuivre, parce que le cuivre, à ses propriétés, est le plus grand conducteur d'électricité. Vous voyez, chers amis.
Aujourd'hui, vous pouvez avoir de l'énergie solaire, mais il faut transporter cette énergie d'un point A à un point B. Vous aurez besoin de cuivre, vous voyez, chers amis. Et donc, contrôler ces trois matières, ça veut seulement dire que vous devenez le patron de l'avenir dans la gestion des matières premières. Donc, voilà, donc c'était juste cette section que je voulais rapidement vous expliquer. Parce qu'en fin de compte, si nous essayons de voir, il faut que le monde se dirige vers, vers ces trois matières. Le 21e siècle se dirige vers les trois matières. Donc, en considérant ce futur, il est nécessaire de comprendre, si vous contrôlez les trois matières, vous pouvez être le gagnant. Si vous ne contrôlez pas ces trois matières, vous serez le perdant du futur. Vous voyez, chers amis. Mais, ce qui est très grave encore, chers amis, les pays qui dominent la production des combustibles fossiles sont la plupart familiers. Hein, c'est-à-dire qu'ils savent déjà, puisque du fait que ces pays-là contrôlent déjà le pétrole, hein, ils contrôlent déjà le gaz, ils veulent maintenant aller contrôler le silicium, le lithium, le cuivre. Hein. Ces pays-là, vous le voyez, vous verrez que ces pays-là commencent à beaucoup investir dans la gestion de ces matières premières-là. Vous voyez, chers amis. Mais je vais vous donner quelques statistiques. La liste des pays qui deviendraient, moi je les appelle les nouvelles superpuissances renouvelables. Les nouvelles superpuissances du renouvelable. Parce qu'il faut le dire que ces trois matières constituent la puissance de l'énergie renouvelable. Hein, vous voyez le silicium, le lithium, le cuivre, ces matières-là représentent la puissance de l'énergie renouvelable. Donc, si vous voyez que si vous êtes des pays qui ont la connaissance, qui ont des approvisionnements hein, de ces matières, vous devenez des superpuissances de l'énergie renouvelable. Oui, chers amis. Donc, je vais lire quelques extraits d'un article. Je vous dirai où est-ce que j'ai pris l'article. Vous voyez. Donc, on dit que la liste des pays qui deviendraient les nouvelles superpuissances de renouvelables contient des noms familiers. Mais aussi quelques jokers. La plupart des grandes réserves de quartzite, que nous avons déjà dit, parce que dans le quartzite, ici, c'est éventuellement, on veut avoir, c'est du silicium. Hein, on va récupérer du quartzite à l'intérieur. Vous voyez. Le quartzite, vous voyez, se trouve en Chine. Les plus grandes réserves du quartzite se retrouvent en Chine, aux États-Unis et en Russie, mais aussi au Brésil et au Norvège. Donc vous voyez que la Chine est là, toujours la Chine est là en grande puissance pour gérer le monde, pour contrôler le monde de demain. Vous voyez, chers amis, la Chine est là pour contrôler en grand nombre. Et les États-Unis sont là aussi. Mais ces pays-là sont très malins. Ils préfèrent conserver leurs réserves et continuer à les puiser ailleurs, comme d'ailleurs nous savons aujourd'hui que le pays qui a les plus grandes réserves en matière de pétrole, ce sont les États-Unis. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce n'est que, je crois que c'est Obama qui a donc apporté, je crois que ce changement dans les politiques américaines permettent aux Américains de commencer à utiliser les réserves du pétrole qui se retrouvent sur le sol américain afin de diminuer le prix du baril du pétrole. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de voir que les Américains commencent aussi à exporter hein, leur pétrole. Vous voyez, chers amis. Et voilà pourquoi vous voyez que le marché mondial devient un marché saturé sur le pétrole parce que les Américains aussi commencent à vendre leur pétrole. Vous voyez, chers amis. Donc c'est cela, chers amis. Vous voyez. Donc, si nous essayons de voir les grandes réserves de quartzite, donc ceux-là qui vont contrôler de l'énergie solaire, et c'est bien la Chine, et c'est bien les États-Unis, la Russie, et vous voyez la Norvège aussi, le Brésil fait aussi partie de ces jokers-là. Bon, on dit bien que des réserves sont en train de diminuer, mais, chers amis, dans ces jokers, il y a aussi des pays hein, comme la Chine, comme le Chili, le Pérou et le Congo, je vais dire aussi la République démocratique du Congo et l'Indonésie, qui sont devenus les premiers producteurs de ces matières. Comprenez ça, chers compatriotes démocrates africains. Dans le contrôle de l'énergie solaire,
et dans la recherche du silicium, dans du quartzite, quand même qu'il y avait des grands joueurs qui étaient là, qui étaient la Chine, les États-Unis, la Russie, la Norvège et le Brésil. Mais compte tenu, ils ont utilisé plusieurs de ces matériaux, les réserves ont diminué, et aujourd'hui, les plus grands producteurs de ces matériaux deviennent le Chili, le Pérou, la République démocratique du Congo et l'Indonésie. Donc vous voyez bien que, chers amis, il y a un pays d'Afrique centrale qui est là-dedans. Il y a un pays d'Afrique qui est bien là-dedans. Donc si aujourd'hui, ce pays-là est bien organisé, ou on peut dire que l'Afrique est bien organisée, vous verrez bien que l'Afrique deviendrait aujourd'hui un véritable centre de traitement en produits finis de ce quartzite en lithium, en silicium. Oui, chers amis. Et cela entraînerait quoi? Pousserait même à d'autres entreprises, des grandes entreprises, qui utilisent la transformation de ce lithium, de ce quartzite en silicium, de pouvoir bâtir des grandes industries partout à travers l'Afrique. Et cela en donnerait quoi? Créerait plusieurs emplois. Et cela ferait quoi? Même la technologie ne devait plus s'échapper du continent. Et c'est là où vous allez donc entendre parler du transfert de la technologie, chers amis. Parce que ce qui est vrai, c'est que les grandes puissances ne vont jamais venir vous donner la technologie. Il faut que vous les poussiez à venir implanter ces technologies chez vous. Et comme ça, vous allez donc en profiter. Comprendre comment cette technologie fonctionne. Aujourd'hui, si nous sommes en train de voir tout le monde en train de courir vers la Chine pour tous les produits qui existent aujourd'hui, c'est la Chine qui est devenue le véritable centre de traitement de tous les produits de l'industrie manufacturière, que ce soit de l'électronique au textile. Parce que les Chinois ont compris qu'il faut d'abord travailler en interne, former nos gars pour qu'ils aient la compétence de pouvoir transformer ces matériaux. Et en ce moment-là, l'Occident qui est à la recherche de la main-d'œuvre n'a pas de choix, de la main-d'œuvre moins chère, n'a pas de choix. C'est d'aller vers les Chinois. Et en allant vers les Chinois, ils vont donc avec leur technologie. Et c'est là où les Chinois sont arrivés à pouvoir copier la technologie et les transformer et devenir de plus en plus meilleurs. Vous voyez, chers amis. Donc, quand on parle du transfert de technologie, il faut que les reptiliens, les chefs d'État africains, là, puissent bien ouvrir leurs oreilles, qu'ils écoutent ce que nous allons leur dire. L'Occident ne vous emmènera jamais le transfert de technologie si vous ne les poussez pas à les ramener chez vous. Éventuellement, l'opportunité que nous avions avec la République démocratique du Congo devait être une véritable opportunité pour toute l'Afrique en général, et que nous devons bénéficier de cette technologie qui nous permettait donc de transformer du quartzite au silicium afin de pouvoir extraire l'énergie solaire. Et vous verrez que si seulement cela pouvait se faire, toutes ces transformations devaient se faire en République démocratique du Congo ou quelque part dans les autres pays africains. Et en ce moment-là, vous verrez que les grands pays devaient donc commencer à venir acheter en Afrique ce qui est fabriqué en Afrique. Vous voyez? Et les jeunes Africains devaient donc avoir plusieurs intelligences pour continuer à améliorer cette technologie. Vous voyez, chers amis? Mais ce n'est pas le cas de ce qui se passe. Bon, voilà. Bon, maintenant, nous allons essayer de regarder, en ce qui concerne le lithium, puisque nous avons parlé, nous savons aussi que le Chili a également des grandes réserves de lithium. On peut aussi parler de l'Argentine, de l'Australie, mais la République démocratique du Congo est toujours là. Vous voyez, chers amis, le coltan, nous savons, mais quand on parle du coltan, mais en réalité, dans le coltan, c'est aussi cette transformation. Le coltan fait partie des minerais qu'on utilise dans des transformations des batteries, dans plusieurs technologies, que ce soit militaire, aérospatiale, dans plusieurs technologies. Mais ces matériaux reviennent d'où? Reviennent de la République démocratique du Congo, en grande partie revient de la République démocratique du Congo, chers amis. Et donc, on vient encore d'expliquer que
Donc vous comprenez que la République démocratique du Congo, avec tous les minerais qu'ils ont, éventuellement celui du silicium, peut devenir le pays, ou peut faire de l'Afrique un grand producteur du silicium. Avec le coltan qu'ils ont, peut faire de l'Afrique un grand producteur des batteries. Et quand nous savons qu'aujourd'hui tout le monde se dirige vers les batteries, pour pouvoir améliorer les nouvelles industries, les nouvelles technologies qui arrivent, vous verrez que l'Afrique devait être aujourd'hui le grand producteur de ces produits-là. Voilà. Mais, chers amis, ce qui est encore très grave, c'est que le cuivre, la République démocratique du Congo fait partie aussi des grands joueurs dans la production de cuivre. Vous voyez, chers amis. Et comme nous avons dit que le monde, le 21e siècle, va être dominé par les trois matières. Le silicium, le lithium et le cuivre. Pourquoi? Parce que tout le monde est en train de se diriger vers les technologies vertes, donc notamment les moyens de transport électrique. Et nous savons que ces matériaux ont les propriétés de pouvoir donner ces technologies-là. Contrôler ces matériaux, vous devenez donc des superpuissances de l'énergie renouvelable. Or, ces matériaux, on les retrouve en grande quantité, énorme en République démocratique du Congo et aussi dans d'autres pays africains. Donc vous voyez que nous, en tant qu'Africains, en tant que continent, nous sommes capables de devenir des grands leaders, superpuissances de l'énergie renouvelable, si nous avions en face de nous des gens qui sont à la tête des États, des gens conscients, si nous avions en face de nous des leaders africains qui sont conscients pour essayer de se mettre ensemble avec la République démocratique du Congo pour leur expliquer que la vision d'ensemble, parce que si tous les États africains se mettent derrière la République démocratique du Congo, nous ne verrons plus que ces grands pilleurs qui viennent d'ailleurs seront donc capables de continuer de contrôler les minerais de ce pays, donc contrôler les minerais d'Afrique. Et ce qui est en train de faire perdre à l'Afrique, de rentrer dans la classe des superpuissances de l'énergie renouvelable. Vous voyez, chers amis. Donc, la République démocratique du Congo, à lui seul, il a la potentialité de devenir une superpuissance pour le lithium, une superpuissance pour le silicium, une superpuissance pour le cuivre. Et donc, faire partie des grands joueurs et des grands jokers qui vont contrôler l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, vous avez vu, Volkswagen est venu s'implanter au Rwanda, mais vous ne comprenez pas pourquoi Volkswagen est venu s'implanter au Rwanda. Ce n'est pas par hasard que Volkswagen va se décider de sauter tous ces pays-là, les pays maghrébins, de partie de l'Afrique du Sud, et venir s'implanter au Rwanda, qui est un petit pays pauvre. Éventuellement, parce que Volkswagen est en train de viser ces trois matières, parce que contrôler ces trois matières, ça veut seulement dire que vous devenez les super calés de l'industrie automobile. Vous voyez? Donc, nous avions aussi vu les Français commencent à soutenir énormément Joseph Kabila en passant par le biais de Reptilien Sassou. Éventuellement, ils sont aussi en train de viser ces trois matières, chers amis. Devenir les superpuissances de l'énergie renouvelable. Mais, encore, chers amis, encore plusieurs pensées viennent. Vous savez, il y a même des grands penseurs. Hein. Je vais citer ici le professeur Andrew Baron. Allez-y, Google, professeur Andrew Baron. Ce professeur, c'est un grand professeur. Je crois qu'il est de l'université de Swansea en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. A fait plusieurs publications, plus de 440 publications sur les affaires des énergies renouvelables. Ce professeur a même dit que il est en train de voir dans l'avenir la création d'un groupe à l'équivalent de l'OPEP. Vous connaissez l'OPEP? L'OPEP, c'est l'Organisation des pays exploitateurs du pétrole. Vous voyez, chers amis. Donc, il est en train de voir la création d'un nouveau groupe pour contrôler ces trois matières-là. Le lithium, le silicium, et éventuellement le cuivre. Et ça vient. Et pendant que les Occidentaux se préparent déjà à former ce groupe, nous, en tant qu'Africains, nous sommes toujours dans l'obscurité. Ce qui compte chez nous, nous ne visons pas loin.
nous regardons seulement ce qui est là. Nous ne projetons pas le futur. Nous ne pouvons pas penser que nous pouvons devenir parmi ces grandes puissances-là qui gèrent ces matériaux-là. Et surtout encore, chers amis, pour nous, hein, dans notre vision, ce que nous sommes en train de dire, c'est surtout contrôler la sortie de ces matières premières-là hors d'Afrique. C'est ça qui est très intéressant et très important. Pour devenir un grand joueur, pour faire partie de ce groupe qui peut se former, il faut donc arriver à contrôler les matières-là, que ça ne sorte pas d'Afrique. C'est-à-dire, l'Afrique doit mettre en place, par exemple au niveau de l'Union africaine, si réellement cette Union africaine était une union gérée par des Africains avec une vision africaine, chers amis, on allait mettre des caps sur la sortie des matières premières pour permettre à l'Afrique de devenir une véritable puissance dans le domaine économique. Il faut contrôler la sortie des matières premières. Et cela ne doit pas seulement se faire avec les nouveaux matériaux qui vont devenir les leaders du renouvelable du 21e siècle, mais ça doit être aussi juste pour le café, le cacao, l'or, l'uranium, ainsi de suite. Si vous contrôlez la sortie des matières premières, vous avez là un grand pouvoir de décision, vous aviez là la possibilité de pouvoir enrichir votre continent. Oui, chers amis. La mise en place selon les projections du professeur Andrew Barron, il dit qu'il est en train de voir la formation d'un groupe qui va diriger donc ces énergies renouvelables à l'image de l'OPEP. Et ça vient. Mais vous voyez que quand ce groupe-là va se former, l'Afrique ne fera pas partie de là, alors que l'Afrique est un grand producteur de ces trois matières. Mais l'Afrique ne voit rien. Oui, chers amis. Donc, nous faisons ces vidéos pour une façon de pouvoir ouvrir grandement les yeux à tous les jeunes africains, à tous les intellectuels africains, à tous ceux-là qui sont en train de penser à l'Afrique, comment l'Afrique va se développer, mais l'Afrique va se développer éventuellement en passant par le contrôle de ces matières premières. Hein? Pour faire partie des grands groupes qui prennent des décisions sur ces matières premières, vous devez contrôler les approvisionnements. Vous voyez, chers amis, si aujourd'hui l'OPEP, là, si nous essayons de voir l'organisation, l'OPEP, l'organisation des pays exploitateurs du pétrole, est un groupe de 14 pays qui, ensemble, contiennent près de la moitié de la production mondiale du pétrole et la plupart de ses réserves. Il est possible qu'un groupe apparenté puisse être créé pour les principaux producteurs de matières premières renouvelables en déplaçant de l'énergie, ainsi de suite. Oui, chers amis. Donc, la République démocratique du Congo, elle fait partie de ces pays-là qui produisent en grande quantité énorme, des réserves énormes, du cuivre, du silicium, du lithium, éventuellement avec du coltan, comme vous l'appelez comme ça, vous voyez, chers amis, mais il y a plusieurs propriétés qu'on peut retirer. Si vous voyez que toutes les productions, par exemple, du coltan qui se font en République démocratique du Congo, la transformation du coltan se fait au niveau en produit fini, se fait en République démocratique du Congo, c'est-à-dire la purification jusqu'au produit pur, et ils font donc le process pour transformer la matière éventuellement en poudre. Et toute cette poudre est envoyée vers la Chine, qui est le point pour la transformation en produit fini, c'est-à-dire dans l'utilisation, dans tout ce que nous avons besoin. Mais imaginez, chers amis, si on arrivait à faire toutes ces transformations jusqu'en produit fini au niveau d'Afrique, combien d'emplois ça va créer en Afrique? Combien d'industries vont donc obliger de déménager en Occident pour venir sur place, parce que il faut éviter de payer des coûts liés au transport. Ça ferait des gains pour ces compagnies. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui Volkswagen s'est déplacé, il est parti donc au Rwanda sur place, parce qu'il faut éviter tous ces coûts liés au transport, tous ces coûts liés au shipping et ainsi de suite, ouais, au fret, vous voyez, chers amis. Donc on vient sur place. C'est cela, chers amis. Si aujourd'hui les trois matières premières qui sont qu'on arrive à retrouver dans toute cette zone d'Afrique puissent être transformées en Afrique, vous verrez que le développement de l'Afrique partira de là. Le développement de l'Afrique ne partira pas que vous vous attendez que l'Occident vienne vous implanter des choses sur vous. Non, l'Occident vient sur vous parce que l'Occident voit son intérêt.
Aujourd'hui, vous avez les matières recherchées parmi tout le monde, que d'ailleurs le professeur Andrew Baron appelle les terres rares. C'est ce qu'il est en train d'appeler ça, les terres rares. Parce qu'il a essayé de donner l'exemple. Aujourd'hui, les propriétés de l'aimant sont tirées de l'iodium, voilà. Une fois que ces propriétés sont là, tu n'as plus besoin de venir ajouter. Et ça continue à fonctionner. Par exemple, pour les roulements des turbines. Vous voyez, ça continue à fonctionner. Tu ne viens plus ajouter d'autres matériaux sur les roulements. Parce que le roulement est déjà fait, il est là, il continue à fonctionner. Ce qui est contraire, par exemple, à la voiture. Tu es obligé de venir à toutefois faire le refill, comme on a dit, on parle en anglais. Comment on appelle pomper le carburant à tout le monde dans ton réservoir. Vous voyez, chers amis. Mais il faut que la conscience vienne d'abord de tous ces leaders, d'une manière générale de l'Afrique, que l'Afrique, du point de vue organisationnel, a leur union africaine, parce qu'ici encore, cette union est encore capable de prendre des véritables décisions. Il faut mettre un cap sur la sortie des matières premières d'Afrique, éventuellement le silicium, le lithium, le cuivre, qui est devenu aujourd'hui le centre, les matériaux qui sont recherchés par tout le monde, des denrées rares qui sont recherchées. Mais vous voyez que l'Indonésie est en train de s'enrichir. Plusieurs compagnies sont maintenant implantées. Le Malaisie sont en train de s'enrichir parce que ces gens-là ont ça. Les Chiliens, le Chili est en train de s'enrichir parce que leurs dirigeants ont su comprendre que c'est une opportunité pour nous de développer nos États, de développer notre continent. Vous voyez, chers amis. Mais en Afrique, on a toujours des gens aveuglés. On a trop la haine de l'un contre l'autre. On vient te donner un peu d'argent, tu prends l'arme, tu tournes l'arme contre ton voisin, parce que tu veux le massacrer, parce que tu veux continuer à rester là, diriger là, recevoir tout cet argent qu'on donne, alors que tu peux faire que cet argent qu'on donne soit pour tout le monde, que tout un chacun puisse avoir un emploi et travailler. Vous voyez, chers amis. Donc, aujourd'hui, nous allons manquer cette opportunité qui est la création d'un groupe à l'équivalent de l'OPEP, qui va donc gérer ces trois matériaux-là, qui va se faire, parce que, chers amis, retenez bien cette vidéo, ça se fera. Parce que le monde est en train de se diriger vers cela. Nous savons tous Glencore. Glencore, c'est la grande compagnie qui s'occupe du cuivre, du zinc, du coltan, et ainsi de suite. Mais ceux-là sont en train déjà de projeter des grandes réserves. Les grandes réserves, éventuellement, une grande partie des réserves partira d'Afrique, chers amis. Maintenant, imaginez un peu si nous, en Afrique, on contrôlait ces réserves-là. Vous comprenez que l'Afrique va devenir un terrain où tout le monde aura besoin de venir s'implanter. Les grandes compagnies seront donc obligées de venir implanter. Et c'est là où le transfert de technologie, de l'intelligence, ainsi de suite, va se faire. Le développement de l'Afrique partira éventuellement à partir de là. Mais il faut que nous soyons des hommes intelligents. Mais cela ne signifie pas que nous sommes en train de vouloir mettre en place du côté panafricain. Non, nous sommes en train de vouloir parler du développement de l'Afrique au même titre que le développement de l'Europe ou de l'Occident. Parce que l'Afrique a été pillée pendant plusieurs décennies. Il est temps qu'aujourd'hui que les Africains prennent conscience qu'il faut que nous arrivions à rattraper tout ce retard. Voilà. Bon, maintenant, nous allons donc conclure dans la partie, nous allons donc démontrer pourquoi donc la néocolonisation des matières premières. Vous voyez, dans le contexte, on peut dire que dans ce contexte, deux versions de l'avenir peuvent être envisagées. La première possibilité est l'évolution d'une nouvelle organisation de style OPEP avec le pouvoir de contrôle des ressources vitales telles que le silicium, le cuivre et le lithium. Vous voyez, la deuxième possibilité implique la colonisation du 21e siècle des pays en développement, créant des super-économies. Vous voyez, chers amis. Mais nous sommes en train de voir que ce groupe-là, la création de ce groupe OPEP là, pour la gestion des matières existe déjà, mais ça est encore dans les coulisses. Mais ce que nous sommes en train de regarder, c'est la colonisation du 21e siècle des matières premières en Afrique. Et c'est cela que nous sommes en train de dire ici. Aujourd'hui, cette colonisation se fait sous forme des reptiliens, c'est-à-dire des chefs d'État africains qu'on a mis en place, qu'on contrôle, qui les donnent toutes les matières premières qu'ils ont dans leurs États à toutes ces grandes puissances. C'est ce qui est en train de se faire, c'est ce que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, si nous prenons des gens comme Ali Bongo au Gabon,
qui a perdu des élections, qui se maintient au pouvoir et qui est supporté par les grandes puissances, et éventuellement c'est cette néocolonisation, c'est la colonisation du 21e siècle, parce qu'on veut que ce homme soit là pour qu'il continue à donner les matières premières du Gabon à ces grandes puissances. Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, qui avait eu 8% aux élections, qui a échoué, et il est soutenu par les grandes puissances qui donc le permettent de se cantonner au pouvoir en massacrant des populations. Vous voyez, on arrive même à fermer les yeux pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, parce que nous voyons bien la colonisation du 21e siècle qui est en train de jouer son rôle. Et c'est ce que tous les jeunes africains sont en train de voir. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir l'indignation qui part dans toute cette jeunesse africaine. Prenons aujourd'hui Joseph Kabila, qui a perdu la légitimité du pouvoir, mais qui se maintient au pouvoir, éventuellement parce qu'il y a cette colonisation du 21e siècle sur les matières premières, parce que ces gens-là sont ceux-là qui ont vendu toutes les matières premières aux grandes puissances. Vous voyez, on peut citer plusieurs. Prenons encore Nkurunziza, prenons Kagame qui change de constitution, qui badouille les constitutions, qui continue à se maintenir, et ces gens qui sont toujours élus avec des scores exponentiels. Vous voyez, chers amis. Et c'est cela, comme ça qu'on peut citer. Prenons Ouattara qui vient faire la guerre à son frère Gbagbo. Il massacre les Ivoiriens. Ils se mettent là en Côte d'Ivoire comme président. Vous voyez. Mais éventuellement, il se met donc à donner toutes les matières premières aux grandes puissances. Vous voyez, chers amis. Donc, tous ces exemples peuvent témoigner de la colonisation du 21e siècle que nous sommes en train de voir avec les matières premières. Et nous savons déjà que les conséquences, nous le savons, les conséquences du pétrole, c'est tout, les conflits, les guerres, les désastres, les assassinats, les conflits de guerre, les coups d'État avec le pétrole, le gaz et le charbon. Éventuellement, avec le lithium, le silicium et le cuivre, nous sommes déjà en train de voir ces conflits. En République démocratique du Congo, plus de 8 millions de morts à cause des matières premières. Chers amis, ça doit interpeller. Quand nous essayons de voir l'Holocauste des Juifs, l'Holocauste des Juifs par Hitler, je doute fort que ça fait 8 millions, chers amis. Quand nous lisons, je ne me souviens pas dans l'Holocauste parler de 8 millions. Vous voyez, chers amis, mais regardez ce qui se passe en République démocratique du Congo. On parle de 8 millions de morts, mais personne ne dit rien, on s'arrête au niveau des déclarations. Il n'y a pas de décision ferme. Regardez par exemple le cas de la Syrie aujourd'hui. Hier, il y a eu encore vote au Conseil national de sécurité, au Conseil de sécurité des Nations Unies, vous voyez, pour juste créer un cessez-le-feu de 30 jours, vous voyez, chers amis. Mais on ne parle de rien, pas de décision ferme au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour les affaires de l'Afrique. Regardez Sassou qui a rasé tout un département, le département du pôle Congo-Brazzaville, avec plus de, on peut dire 300, on peut dire 280 000 morts, chers amis. Mais on ne parle pas des résolutions aux Nations Unies, ni de vote au Conseil de sécurité. La République démocratique du Congo, plus de 8 millions de morts. On ne parle pas au Conseil national et au Conseil de sécurité des Nations Unies de vote pour sanctionner ceux-là qui commettent ces crimes à cause de ces minéraux-là, chers amis. Et c'est cela comme ça toujours en Afrique. Ces gens-là qui commettent ces genres de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, tout est reconnu dans les rapports des Nations Unies, dans le rapport du département d'État américain. Mais ces hommes-là sont encore capables de prendre des avions, aller jusqu'au Conseil, au 72e Assemblée des Nations Unies, sans pourtant être inquiétés, chers amis. Donc vous comprenez que ce que nous sommes en train de dire, la colonisation du 21e siècle, à cause des matières premières, c'est ce que bien nous sommes en train de voir. Et nous venons ici, c'est à cause de cette indignation. Nous sommes indignés de voir ça. Qu'on continue à nous utiliser, nous, l'homme noir, comme du chien, comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Et nous-mêmes, nous ne donnons pas la valeur parce que nous préférons suivre ceux qui commettent le mal dans nos États, ceux qui ne nous permettent pas d'avancer. Vous voyez, chers amis. Vous voyez? Donc, c'était ça, le grand message sur la colonisation. Mais rapidement, chers amis, permettez-moi, je vais essayer de voir quelque chose, je vais essayer de retrouver quelque chose, et je vais vous faire écouter ça. Éventuellement, ça fait toujours partie de cette colonisation des matières premières, les matières premières que nous sommes en train de parler.
Et ça, c'est par exemple un bon exemple hein, que nous avons pensé que c'était très nécessaire hein, de pouvoir que nous puissions voir ça ensemble avec vous. En réalité, c'est... Voilà, donc un instant. Non, mais nous présentons toutes ces vidéos, c'est parce que nous disons que c'est... Voilà, je l'ai retrouvé, voilà, donc je vais juste cliquer sur la vidéo. Nous présentons toutes ces vidéos, c'est pour que les gens prennent la conscience de ce qui est en train de se passer en Afrique. Oui, chers amis, de ce qui est en train de se passer en Afrique. Il faut que les gens prennent conscience. Il faut que... Il va falloir que nous, en tant que jeunesse africaine, nous puissions avoir une vision au-delà. Hein. Il faut voir que tous nos aînés qui dirigent aujourd'hui nos États ont vendu nos États. Hein. Ils n'ont pas hein, dans leur tête ce qui compte. Ils vont rester là au pouvoir, ils vont mourir, et ce qui va se passer derrière eux, ce n'est pas leur problème. Or que nous devons viser plus que ça. C'est-à-dire que au moins que nous puissions arriver à laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, au moins la moyenne hein, de ce qu'eux n'ont pas pu donner. Vous voyez, chers amis. Donc, voilà pourquoi nous parlons beaucoup plus de ces vidéos-là. Donc, je l'ai retrouvé juste le temps de pouvoir le mettre en grand format. Et voilà, donc... bon, voilà, donc... Bon, voilà. Ça, c'est M. Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui parle des accords, mais nous allons donc vous laisser écouter ça, comme ça, nous allons tous découvrir de quoi M. Ouattara est en train de parler. Écoutez. La rencontre de demain, qui comprendra non seulement le Ghana et la Côte d'Ivoire, mais également les originaux de la Task Force, c'est-à-dire le Niger et le Nigeria, ainsi que le Togo, qui préside la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, et la Guinée qui a été invitée en raison de son poids économique. Donc les 6 chefs d'État auront à faire le point. Et notre volonté, c'est de continuer les mesures que nous avons commencé à mettre en œuvre. Parce que nous tenons à avoir cette monnaie de la CEDEAO en 2020. Bon, bien évidemment, cela dépendra des efforts des uns et des autres. Moi, je peux vous dire déjà que pour la Côte d'Ivoire, nous respectons quasiment tous les critères de convergence. Donc, aussi bien les critères prioritaires que les critères secondaires. Donc, en 2019, nous serons totalement conformes aux objectifs que nous nous serons fixés. Notre participation à cette réunion, ce sera de dire à nos frères ghanéens et à tous nos frères que nous devons aller tous dans la même direction. Parce que c'est ça le salut. Quand on voit les prix du cacao sur le marché mondial, alors que la Côte d'Ivoire et le Ghana produisent 60% de la production mondiale et que les prix chutent de 40%, ce n'est pas normal. Alors si nous avons une meilleure convergence de nos politiques, une meilleure fixité des prix aux producteurs, des conditions pour les paysans, pour les engrais, pour la commercialisation, pour l'exportation, nous allons dominer le marché du cacao. Et ceci permettra d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens ghanéens et ivoiriens. Donc je suis là avec beaucoup d'optimisme et d'espoir. Le président Nana Akufo est mon ami, tout le monde le sait. Et nous avons des politiques qui sont conformes, qui sont convergentes. Et je salue M. le vice-président. Je sais que nous aurons une très bonne réunion demain et je vous en remercie. Bon, nous avons tous entendu ce que M. Ouattara a dit. Le Ghana et la Côte d'Ivoire détiennent les 60% de la production mondiale du cacao. Et quand le prix du cacao chute de 40%, ça, bien sûr, ça doit affecter ces deux pays. Mes chers amis, le conseil que je veux donner à M. Ouattara, c'est d'éviter d'aller courir toujours derrière les grandes puissances, pensant que ce sont ces grandes puissances qui vont les aider. L'idéal n'est pas d'aller chercher la monnaie, mais si cette monnaie, elle est encore attachée à l'euro, alors ça ne sert pas d'aller faire cette monnaie. Et surtout, qu'ils veulent entraîner le Nigeria et la Côte d'Ivoire dans cette affaire de monnaie. Ça, c'est le bon conseil que je veux donner. Si vous voulez faire cette monnaie, et nous connaissons bien le président Nana Akufo, par ses interventions pertinentes,
voyez, cet homme a une vision. Les gens le comparent même au nouveau Thomas Sankara. Mais non, chers amis. Attention. Vous avez en face de vous un homme intellectuel qui a une vision, qui a étudié en Europe, qui a travaillé en Occident, qui connaît qu'est-ce que c'est l'Occident, qui connaît qu'est-ce qu'il peut faire pour son pays. Nous avions tous vu le président Nana Akufo, comment il a dit que l'Afrique est très riche, mais il ne comprend pas comment nous sommes toujours les plus pauvres. Mais l'exemple est là. Chers amis, la Côte d'Ivoire et le Ghana produisent 60% du cacao mondial. 60%. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'il n'y a aucune industrie de transformation du cacao dans ces deux pays. Le conseil que je donnerai d'abord à M. Ouattara et au président ghanéen, que ces deux pays se réunissent, qu'ils décident à contrôler l'exploitation du cacao, éventuellement l'importation du cacao et l'exploitation du cacao. C'est ça qui est plus important. Comme on venait de dire, contrôler les matières premières, ça veut seulement dire que vous devenez les supports puissance du XXIe siècle. Si ceux-là qui vont contrôler le lithium, le silicium et le cuivre vont devenir les grandes puissances du renouvelable du XXIe siècle, et qui vont donc arriver à former même l'OPEP du XXIe siècle, mais nous pouvons dire ici à la Côte d'Ivoire et le Ghana, vous avez là l'opportunité de contrôler le cacao mondial, de contrôler le chocolat mondial, chers amis. Aujourd'hui, ces deux pays peuvent s'organiser dans le sens où ils vont limiter les importations et les exportations du cacao. Et en ce moment-là, ces pays vont donc mettre en place la plus grande industrie de transformation du cacao sur place jusqu'au produit fini, qui est le chocolat, chers amis. C'est comme ça que vous allez commencer à tirer les entreprises vont commencer à se délocaliser là où ils sont pour venir dans vos États. Et une fois que ces entreprises viennent dans vos États, ils vont payer les taxes. Ils vont embaucher vos citoyens, ces gens-là vont travailler, ces entreprises-là vont payer les taxes, les citoyens vont payer les taxes, ça fait partie de l'économie pour ces États. Et donc, la Côte d'Ivoire et le Ghana peuvent commencer à investir tous les profits qu'ils retirent de la consommation du cacao dans d'autres services, comme le domaine de santé, comme le domaine de l'éducation. C'est comme ça que l'Occident regarde. Oui, chers amis. Regardez aujourd'hui les industries automobiles au niveau de l'Amérique du Nord, mais vous voyez, entre par exemple le Canada et les États-Unis, vous verrez qu'il y a des petites industries autour de ces industries qui sont de part et d'autre. Vous savez, pour qu'on arrive à une voiture finie, par exemple, une voiture finie aux États-Unis ou encore une voiture finie ici au Canada, les pièces peuvent faire 20 fois aller-retour entre Canada et les États-Unis. Heureusement que ces deux pays-là sont arrivés avec des accords économiques qui, d'ailleurs même que M. Trump veut vouloir briser, ce que nous appelons l'ALENA. Vous voyez, chers amis. Mais s'il arrive à briser, ça veut seulement dire qu'il y aura beaucoup de coûts. Et donc même les coûts des voitures vont commencer à augmenter parce que toutefois que le produit passe de l'autre côté de la frontière pour passer à un autre traitement, à une étape supérieure, il faut donc payer des frais douaniers. Vous voyez, chers amis. Mais le Ghana et la Côte d'Ivoire ont la possibilité d'attirer toutes les grandes industries qui sont liées à l'industrie du café et du cacao sur leur territoire. Aujourd'hui, si nous essayons de voir, la Hollande qui ne produit aucun café est le plus grand producteur du chocolat mondial. C'est inacceptable. Chers amis, peut-être que vous ne comprenez pas encore l'importance du chocolat, mais le chocolat est quasiment utilisé dans tous les produits que nous consommons. Chers amis, imaginez un peu si le Ghana et la Côte d'Ivoire se décident aujourd'hui de limiter le cap pour les exportations et les importations et se mettent ensemble pour bâtir en place une véritable industrie de transformation du cacao au produit de la cueillette jusqu'au produit fini. Alors comprenez que ces pays-là deviendront les pays les plus riches dans cette zone d'Afrique. Voilà le conseil que je vais donner ici à M. Ouattara. Au lieu de nous parler d'une monnaie, et si c'est une monnaie encore, si c'est une monnaie qui est proche de l'euro, attachée à l'euro, ça ne vaut pas la peine parce que si vous comptez encore sur une monnaie qui s'attache à l'euro, alors vous tournez en rond. Et voilà pourquoi je ne pense pas que le président ghanéen, tel que je connais la vision de ce président, va accepter une monnaie qui va être attachée à l'euro pour continuer à contrôler les économies. Voilà un peu ça. Maintenant, rapidement, chers amis, nous allons voir si nous allons encore faire passer une autre vidéo que nous avons trouvée très, très nécessaire. Nous allons donc écouter, c'est possible, hein, nous allons écouter
le président du Ghana. Nous allons entendre ce qu'il va dire. Donc, permettez-moi juste de voir si j'ai la possibilité de... vous verrez que parmi ces chefs d'État africains que nous voyons, il y a encore des hommes dignes hein, qui ont une vision claire pour leur Afrique. Permettez-nous, chers amis, j'ai retrouvé la vidéo. Nous savons que vous avez déjà vu tout ça, mais nous faisons passer tout ça pour nos partenaires canadiens et américains, ceux-là qui nous soutiennent dans ce combat, pour qu'ils comprennent que nous ne venons pas avec des informations de gauche à droite, mais nous puisons les informations avec des preuves. Donc rapidement, tourner. Et nous allons donc écouter ce que le président du Bénin va nous dire ici. Voilà. Ces derniers temps, on me reproche de ne plus autoriser beaucoup d'évacuations sanitaires. Parce que tous les ans, on envoie beaucoup de gens en France se faire soigner. Ceux qu'on envoie se faire soigner en Afrique du Sud, au Maroc, en France. Mais c'est qui? Ce sont ceux qui ont droit, surtout les fonctionnaires, les ayants droit de l'État, les ministres, les parents du président, les amis du président, les amis de mes amis, les parents de mes parents. Parce que ceux-là, quand ils vont faire le dossier, on demande que le président autorise. Le président regarde, ah, c'est telle personne, il faut l'évacuer. Celui qui, dans son village, ne connaît personne, n'est pas proche du pouvoir, n'a pas de chance d'être évacué. Mais j'ai regardé ce qu'on dépense en évacuation sanitaire. Des dizaines de milliards pour quelques personnes. Et j'ai dit, on va réformer aussi notre modèle d'évacuation sanitaire. Il faut qu'on fasse l'effort d'améliorer les soins de santé au Bénin. Pour que le plus grand nombre soit soigné au Bénin. Ceux qui ont l'argent eux-mêmes, ils vont aller en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Mais notre argent, nous tous là, ça va servir à soigner le plus grand nombre. On va améliorer les soins de santé. Et il y a des gens, pour un défaut de 1000 francs CFA, vont mourir. Pendant ce temps, on dépense 20 millions, 40 millions, 50 millions, 100 millions de francs CFA parfois pour seulement soulager la douleur de certaines personnes qu'on envoie en France, aux États-Unis ou en Afrique du Sud, parce qu'ils ont une maladie qui ne peut plus guérir. Ils ont un cancer en phase terminale. Ça fait mal, ça fait pitié, parce que nous sommes tous des malades debout. Mais dépenser 50 millions de francs CFA pour le plaisir d'envoyer une évacuation à un parent, alors que 50 millions peuvent soigner et sauver 1000, 2000 personnes. Comment on peut être devant de telles réalités et rester insensible? Quand on n'est pas concerné, on n'a pas vu, il n'y a pas de problème. On fait sa vie. Mais quand on a une fonction, et on voit ça, ça interpelle ma conscience. Ça me brise le cœur. Et je dis, mon Dieu, merci de m'avoir donné la chance de faire quelque chose avant de te rejoindre. Et c'est pour ça que je suis en train de réformer, vous allez l'entendre si vous ne l'avez pas encore entendu, les évacuations sanitaires. J'ai pris un prestataire unique, avec des gens que j'ai mis dedans pour dire, il faut voir les dossiers les plus urgents, plus impératifs, et faire beaucoup d'économies pour que ces économies-là aillent à l'amélioration du plateau technique, à la construction d'autres hôpitaux, parce que j'ai programmé que nous allons construire au Bénin un hôpital de référence internationale qui n'existe peut-être nulle part en Afrique de l'Ouest. Et désormais, nous allons pouvoir soigner nos ministres, moi-même, vous, les privilégiés, ceux qui ont l'argent, qui prennent l'avion, qui vont aux États-Unis, ils vont se faire soigner désormais à Cotonou. Cet hôpital va soigner également les indigents, les pauvres aussi, et nous n'avons plus besoin d'envoyer nos malades à l'étranger. Bon voilà, chers amis. Ah non mais j'ai vraiment aimé cette intervention de M. Talon, président du Bénin. Un grand chapeau à ce monsieur. C'est vraiment très encourageant
Et j'ai vraiment accepté sa décision parce que c'était une très bonne décision. Nous sommes tous certes des malades debout, mais comme il a su le dire, quand vous avez des responsabilités et vous avez la chance d'apporter la différence, il faut le faire. Et il a dit, oh mon Dieu, avant que je puisse te rejoindre, je suis là dans cette position de responsabilité, je dois faire quelque chose. Les évacuations sanitaires chez nous, au Congo-Brazzaville et dans plusieurs pays, en Afrique d'une manière générale, comme c'est le même système, hein, comme venait de l'expliquer M. Talon, le président du Bénin. Oui, chers amis. Mais le cas du Congo-Brazzaville, les évacuations sanitaires, nous avions déjà fait une vidéo là-dessus. Les évacuations sanitaires sont réservées pour les dignitaires du pouvoir, leurs parents et leurs amis, et aussi les gourous girouettes, ceux-là qui suivent la direction d'argent et qui sont fidèles, des véritables moutons à ce régime criminel de Sassou. Vous voyez, il y a même des privilèges qu'on nous avait déjà cités. Ça fait partie de ces falcons médicalisés qu'on vient les chercher. Leurs enfants arrivent à percevoir des bourses présidentielles, des bourses spécifiques. Vous voyez, avec ces bourses-là, Harvard n'a pas besoin d'évaluer votre dossier de compétences intellectuelles pour rentrer à l'université. Hein. Juste une note signée de Sassou est suffisant pour qu'on puisse vous accepter à Harvard et dans n'importe quelle université du monde entier. C'est comme ça, même avec zéro compétence. Vous voyez, chers amis, ces dignitaires de ce régime, même ceux de l'opposition au Congo, ils perçoivent des indemnités, des perdièmes mensuels qui s'élèvent jusqu'à 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois. Je dis euros, 6 000 euros. 1 euro, je crois que c'est 650 francs CFA, donc convertissez, vous verrez ce que ces gens-là perçoivent. Mais ils sont pourtant de l'opposition. Voilà pourquoi tous ces gens-là sont obligés d'acclamer Sassou dans le plan de la destruction du Congo-Brazzaville. Parce qu'ils ne veulent pas perdre ses privilèges. Quand Lissouba est arrivé, il a sectionné quelques privilèges, mais vous avez vu ce que ça fait. Tous, ils se sont retrouvés du côté de Sassou, appuyé Sassou dans le plan du coup d'État. Ils ont donc brisé le rêve démocratique du Congo-Brazzaville, même si Lissouba avait ses erreurs, on pouvait au moins le laisser finir son mandat, parce qu'il avait été élu démocratiquement. Oui, chers amis. Et ceux-là sont toujours là avec Sassou. Sassou vient de piller le Congo. 14 000 milliards de l'argent du Congo, il est allé sortir à la Banque des États de l'Afrique centrale. Il a simplement gardé cet argent chez lui. Personne ne dit rien. Et il est là sur des phases pour vouloir endetter le Congo encore. Malheureusement, le Fonds monétaire international a été cette fois-ci un peu vigilant. On exige des conditions. Et l'homme est passé par plusieurs moyens de courbes pour essayer d'aménager ces conditions. Vous voyez? Encore cesser le feu huis clos, qu'on n'a rien donné, mettre en place commission nationale anti-fraude, ainsi de suite. Mais cette commission n'arrête que des petits poissons. Ceux-là qu'on considère des gros poissons comme les Olongo, ils ont, guillemets, excusez-moi, il est à la maison d'arrêt, mais il n'est pas à la maison d'arrêt, vous voyez, chers amis. Les gros poissons comme Kiki, Bouya, Sassou, Okemba, tous les généraux de l'armée congolaise qui ont géré, enfin, de la Gestapo, parce qu'il n'y a pas l'armée congolaise, qui ont géré des multimilliards de budget, sont en liberté, complètement en liberté. Qui a pillé l'argent du Congo, qui est allé s'endetter 1 million de fois au nom du Congo, il est là en liberté. On parle des petits poissons. Au Congo, Kala tourne son dos sur des petits poissons. Alors, tout ça est fait pour essayer d'amadouer, pour éventuellement aménager ce prêt. Il veut coûte que coûte obtenir. On est arrivé même à protéger Kiki parce qu'il faut aller ouvrir un compte de la Société nationale des pétroliers du Congo à la BAC pour qu'on puisse parler de la transparence. Mais en réalité, rien ne va se faire, chers amis. C'est à cause de ces privilèges-là que M. Talon veut dire. Ceux-là qui sont évacués, c'est la signature de Sassou qui est là. C'est ça, chers amis. Mais regardez comment les autres présidents sont en train de penser pour changer leurs États. Construire un grand hôpital au Bénin qui permettra de soigner le président, le ministre, ainsi de suite. Maintenant, ceux-là qui ont leur argent, qui ne comptent pas pour l'argent de tout le monde, c'est-à-dire l'argent du contribuable béninois. Mais au Congo, tout le monde pioche dans cette poche qui est la caisse, qui est le trésor public.
Mais nous sommes dans un système de baie vitrée, tout le monde voit tout le monde, nous voyons tout ce qui est en train de se passer. Même le FMI là, mais je crois que le FMI est aussi dans le système de baie vitrée, en train de regarder ce qui est en train de se passer. Et nous osons croire que Sassou n'aura pas ce prêt. Et qu'il est temps qu'on puisse le déboulonner, le virer complètement avec le Parti congolais du travail. Voilà un peu, chers amis, ce que nous tenons à dire ce soir. Que Dieu nous bénisse, Dieu nous garde. En tout cas, peuple congolais, il faut continuer le combat, la résistance. Nous devons se souder la main dans la main pour libérer le Congo. Regardez, vous savez, nous faisons face à des gens qui ont brisé le rêve de toute une jeunesse. Que vous soyez un jeune du Nord, un jeune du Sud, c'est cette même jeunesse qui est souffrante. Oui, chers amis. Quand on nous parle, oui, les jeunes aussi, ils ont quoi? Regardez même les leurs qu'ils ont envoyés à Tchambicho, ils ont quoi? Une fois que l'usure, ça les envoie à l'hécatombe. Donc il faut que ces jeunes-là prennent conscience qu'il est temps que nous puissions nous souder pour libérer le Congo. Le Congo qui a été pris en otage par des gourous, hein, par des gangsters, une poignée de gens qui contrôlent tout. Regardez, ils sont encore sortis l'armement. Le cessez-le-feu qu'il a signé, c'était juste le moyen qu'il voulait pour se ravitailler en armement et en munitions. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. À un certain moment, vous verrez comment il va encore commencer avec des hostilités, peut-être dans le Poul ou dans la Bouenza, dans le Niari, ainsi de suite. Parce que nous faisons face à un véritable malade mental. Sassou. Vous voyez, chers amis. Alors, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier, ayez conscience qu'on ne vous achète pas avec 10 000 francs CFA, 1 million de francs CFA, parce que ce pays-là a des atouts qui permettront à chaque Congolais pour pouvoir gagner plus que ce qu'ils veulent vous donner. Ce n'est pas la corruption qui fera de vous un homme riche ou qui aménagera les conditions des hôpitaux au Congo. Il faut que ça parte d'une décision et d'une volonté des hommes. Si l'Occident a construit, c'est parce qu'il y a eu la volonté des hommes. Si aujourd'hui nous parlons avec toute cette liberté devant vous, c'est parce que les gens ont travaillé. Et il y a la volonté des hommes. Et nous aussi, nous pouvons arriver à le faire. Rien n'est impossible. Ce n'est pas parce que nous sommes noirs que nous sommes incapables de faire des choses extraordinaires, chers amis. Il y a encore la matière grise qui fonctionne. Alors, chers amis, laissons de côté nos égos, pensons à la nation, à l'intérêt de la nation pour pouvoir avancer. Et nous comprenons que Sassou n'est plus ce modèle, n'est plus cet individu que vous pensez. Tous ceux qui sont derrière Sassou sont des lâches, il faut le dire, chers amis. Ils sont des lâches parce qu'ils sont habitués. L'homme qui a permis le vol au Congo, c'est Sassou. Sassou, s'il n'a pas permis le vol, qui commence par s'arrêter d'abord lui-même, parce que le voleur numéro 1 du Congo, c'est Sassou. Et quand tous les autres volent, les Henri Nzongo, tout ce monde, c'est des voleurs. Les Kiki, tout ce monde, c'est des voleurs. Et Sassou fait quoi à ces hommes-là? Il les encourage, il les acclame. Oui, chers amis. Alors, peuple congolais, enlevons notre orgueil, mettons la nation, on place la nation en avant. Enlevons notre côté tribaliste, ethnique, régionaliste, mettons la nation en avant. Oui, chers amis. C'est comme ça que les autres pays ont avancé. Tant que vous mettrez vos pensées d'ethnie, vous n'avancerez pas. Et ça sera toujours la merde. Et le Congo demeurera un pays de merde. Et il faut sortir le Congo dans cette merdier. Pour sortir le Congo de cette merdier, il faut enlever la tête pourrie du criminel Sassou. Si vous n'enlevez pas la tête criminelle du pourri Sassou, mais il va pourrir tout le pays. Voilà. Vous voyez que la preuve en est qu'ils vous ont mené de l'apocalypse économique à l'armageddon économique, au banqueroute et en train de faire noyer le Congo. Alors ressuscitez-vous pour sauver le Congo. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi la vidéo et pouvoir la partager. Merci, au revoir.